ça cool de faire ça. Je me casse. Dans la vie de tous les jours, je suis Sébastien et les gens voient Chabal. J'essaye de me rappeler, je me rappelle pas en fait. Je peux pas te dire l'équipe avec qui je joue. Je serais resté tourneur-fraiseur, ça m'aurait éclaté et j'aurais eu une vie somme toute fantastique aussi, c'est sûr. Et oui, j'ai beaucoup, énormément souffert. J'ai toujours su que j'allais faire au moins un infarctus. Tu savais ça avant? Il y a des choses que tu sais. Premier footing, waouh, je fais 1 kilomètre à courir comme une vieille dame. Vous mettiez pas les voitures sur le dos? Ah, on a retourné quelques-unes, ouais, mais ça c'était dans les balles. On s'est caché dans la forêt et puis on a attendu qu'il passe et puis on a fait des bruits de sanglier. Mais il est parti comme une balle. On a vu la torche s'éteindre. Bon Sébastien, je suis ravi de te recevoir ici dans Face à la Toile, parce que je sais que t'aimes pas trop les interviews, t'aimes pas trop parler de toi. Donc pour ça, merci d'être là. Mais en même temps, je sais que t'as un côté artiste. Donc t'as vu, t'as beaucoup de matériel, fais-toi plaisir. Tu crées une œuvre, on a tout le temps qu'il faut, donc lâche-toi, vraiment, vas-y, fais-toi plaisir. Je suis déjà en train de me fermer, donc il faut que je m'ouvre. C'est vrai? T'es fermé déjà là? Non, j'ai croisé les doigts. Ah ouais? Non, tu vois, ça va bien se passer. Bon, Seb, si t'es là, c'est parce que t'es Chabal, une des icônes mondiales du rugby, parce que je me rappelle en 2007, tout le monde, du gamin de 5 ans à la petite mémé de 78 ans, tout le monde te connaissait, la Chabal Mania. Mais moi, je t'ai connu bien avant tout ça. J'avais 25 ans à Bourgoin, t'es arrivé. Je me rappelle, tu sais que je me rappelle. T'es arrivé, t'étais junior, t'avais quoi, 17 ans? Non, je suis arrivé, j'étais plus vieux que ça, parce que je suis arrivé en 98, donc j'avais 20 ans. T'avais 20 ans, ouais. J'avais 20 ans. Junior. Espoir. Espoir, pas de barbe, pas de cheveux longs. Pas trop d'expérience dans le rugby. Pas d'expérience dans le rugby. Et moi, c'est vrai que j'ai cette image-là de toi. Après, j'ai suivi ta carrière, toute ton évolution. Et il y a une première question que je voulais te poser. Est-ce que tu ne penses pas que Chabal a volé la vie de Sébastien? Évidemment. Évidemment, parce que déjà le sportif fait que tu es reconnu, tu es connu, reconnu, et par-dessus ça, un gros attachement du public à ma personnalité. Et je parle pas de la personne, je parle de la personnalité que les gens ne connaissent pas en profondeur. Et donc ça t'apporte plein de contraintes, alors plein de choses positives, je me plains pas du tout. Mais oui, du coup c'est compliqué de se retrouver quand on est dehors, parce que quand moi je suis dans la vie de tous les jours, je suis Sébastien, et les gens voient Chabal, donc ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté le rugby. Je suis passé à plein d'autres choses. J'ai vécu une parenthèse incroyable, mais c'est toujours là. C'est toujours là. Je vais pas dire parce que on va pas. Je vais pas dire que c'est pas chouette, parce que ça apporte plein de bonnes choses. Et puis même si on cherche pas ça ou j'aime pas forcément ça, les gens sont gentils, montrent beaucoup d'attachement. Et donc ça fait toujours plaisir, ça flatte toujours l'ego, même si on pense en avoir pas beaucoup. Ouais, mais on l'a vu, tu arrives au studio, les gens t'ont klaxonné dans la rue, te font coucou. Après, en même temps, t'es reconnaissable. Toi, tu te sens plus Sébastien, j'imagine, que Chabal? Oui, aujourd'hui, oui. Alors peut-être que quand j'étais en pleine carrière, j'étais plus Chabal, parce que je faisais mon métier, et mon métier m'imposait d'être... Premier coup de pinceau, ouais, attention. Ça arrive. On commence par du blanc, comme la toile est blanche, ça se verra pas. T'as le droit, je te laisse te concentrer. Ouais. Et puis voilà, puis tu me parles, et puis du coup tu vas me faire oublier ce que je te dis. Tu sais que c'est très dur de peindre, et c'est un peu aussi le but. Le but ouais, c'est qu'il faut te laisser c'est pour lâcher prise. Mais il faut que tu reposes la question. Il va falloir que tu reposes tes questions souvent. Parce que des fois, je pars dans des tunnels, et je me rappelle plus de quoi on parle. C'est pas grave. Je te disais... que dans la rue on te reconnaît et que tu te sentais toi plus Sébastien que Chabal, d'autant plus maintenant. Oui, ce que je te disais, c'était Chabal, j'étais Chabal quand j'étais encore joueur, parce que ça faisait partie de mon quotidien, de ma vie de sportif et de joueur de rugby professionnel. Et je pense que c'était un vrai avantage que d'être Chabal quand je rentrais sur les terrains. Donc voilà, mais ça c'est derrière moi, mais c'est ma vie, donc c'est une première vie professionnelle, on va dire. Et c'était cool. Alors parce qu'on s'est connus, on se connaît bien, et c'est vrai que parfois tu me disais aussi,
J'ai l'impression que c'était pas moi ou que c'est comme si c'était une autre personne. Avec le recul, alors on a su, tu as déclaré à la légende que tu n'avais pas beaucoup de souvenirs. En même temps, les souvenirs d'il y a 20 ans, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais quand tu regardes un peu dans le rétro, tu sais que c'était toi. Enfin, comment tes souvenirs? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est que à chaque fois que je fais, enfin à chaque fois, j'en fais pas souvent, hein, et oui, c'est arrivé, ce qui est sorti là sur mes pertes de mémoire ou sur mes oublis suite à légende. En plus, c'était une phrase que j'ai dit comme ça au détour d'une longue conversation, et du coup, avant, j'y pensais pas à ça. Je savais que je me rappelais pas, mais j'y pensais pas. Et depuis, j'y pense forcément. J'ai fait des examens, donc mon cerveau va apparemment pas trop mal. Donc ça serait pas les coups. Mais même, tu vois, hier, en préparant, enfin, en pensant que j'allais venir te voir, j'essaye de me rappeler, je me rappelle pas, en fait. Je me rappelle, il y a des équipes, là, on va fêter les 20 ans du titre qu'on a gagné avec les Sale Sharks. Je peux pas te dire l'équipe avec qui j'ai joué. Je peux te dire 4 ou 5 noms, mais je peux pas te dire le reste. Et Mais quand tu dis je me rappelle pas, tu te rappelais pas qu'il fallait venir ici? Ben, je me rappelais pas de l'adresse, regarde, t'es venu me chercher dans la rue. Ouais, mais ça, c'est pas Non. grave. Non, mais mon quotidien n'est pas du tout altéré. Mon quotidien va très bien. Alors, je pense qu'après, on a tous des mémoires sélectives. Ah oui, Pour la vie de tous les jours, on se rappelle des choses qu'on a envie de se rappeler. Puis je pense que plus on avance dans l'âge, plus on se rappelle des choses qu'on a envie de se rappeler. Mais quand tu me demandes de repartir dans le passé, eh ben, je suis un peu emmerdé. C'est pour ça, je pense aussi que c'est pour ça que je suis assez silencieux. Parce que j'ai pas grand-chose à raconter. En fait, j'écoute les gens. Déjà, parce que j'adore écouter les gens, j'adore écouter la vie des gens. Je trouve ça très inspirant. On va regarder dans le rétro et on va justement, je vais te rappeler des souvenirs. Tu me diras si tu te rappelles, tu te rappelles pas, c'est pas grave justement. Donc tu es né à Valence, dans la Drôme. Je voulais qu'on parle C'est bien moi. de tes grands-parents. Tu t'en souviens? Oui. Ils carrément. étaient maquignons, c'est ça? Mon grand-père était maquignon, ouais. Et quel souvenir t'as de J'ai des images incroyables. En tout cas, j'ai des sensations juste géniales parce que j'ai grandi à la ferme avec mes grands-parents et avec, oui, beaucoup mon grand-père. Ma grand-mère était très présente aussi, mais voilà, elle s'occupait de la maison. Et moi, j'ai grandi avec un grand-père qui était maquignon, donc ce qui fait que toutes mes vacances scolaires, quand j'étais petit, de tout petit, jusqu'à l'adolescence où après je suis parti faire autre chose, des bêtises notamment, et ben j'ai passé mes vacances dans son camion avec mon plus jeune oncle, le plus jeune frère de ma maman, qui a 3 ans de plus que moi, donc un peu comme mon grand frère. Et on était sur le siège passager tous les deux, et on sillonnait l'Ardèche, et on s'arrêtait, on allait dans les fermes, acheter du bétail, et puis et les gens se tapaient dans la main. Voilà, la patch, Ouais. comme ils appellent ça, et ben ils La se serraient parole. dans la main, c'était la parole, quoi. Ça voulait dire quelque chose, et je l'ai vu se batailler pour 10 francs pour une vache qui devait valoir 4 ou 5 000 francs. Il repartait, il revenait, de la vraie négociation, et ça c'était incroyable quand t'es gamin. Il sortait son portefeuille qu'il pouvait même pas plier tellement il y avait de billets, il y avait des pascals. Tu vois, les billets de 500. Bah oui, Il y avait de l'oseille chez les Chaval alors. Il y avait de l'oseille chez les grands-pères, ouais. Il manipulait pas mal de liquide, et quand t'es gamin, c'est génial. C'est incroyable. Et c'est super qu'il t'ait amené en tournée. C'était génial, il n'était pas obligé de... Bah si, parce qu'on l'aidait. Ouais. On était de la main-d'œuvre gratos, il fallait porter les moutons, les mettre dans le truc, D'accord. les vaches, les machins, aller chercher le foin, la paille, c'était incroyable. Ce côté un peu, j'allais dire austère ou taciturne, je ne sais pas comment dire, tu le tiens un peu de ton côté du côté de ton père. Ton père n'était pas un grand bavard. Mon père parlait pas beaucoup, c'est exactement ça. Mon père ne parlait pas du tout. Quand il rentrait à la maison, alors c'était quelqu'un de très généreux. Vraiment. Il y avait toujours ses copains, ses collègues, et puis plus que ses collègues, qui étaient toujours en train de l'appeler, parce qu'il était mécano, il était plutôt bon mécanicien. Il réparait à peu près tout. Et donc, il était toujours en train de dépanner quelqu'un, mais gratuitement, comme ça se faisait avant. Tu vois, tu avais besoin d'un coup de main, d'un service, donc il était sans cesse en train de faire ça. Et puis moi, j'ai des souvenirs de ses potes qui passent à la maison, et puis de soirées où nous, on avait des chambres qui n'étaient pas très loin du salon, et il parlait fort, il buvait du Ricard jusqu'à 3h du matin, et voilà, quoi, c'est vraiment les souvenirs que j'ai de mon papa. D'accord. Et tu as dit aussi, avant de partir, il a dit une phrase qui, je crois, t'a touché, qu'il était fier de ses enfants. Ouais, alors tu as une sœur, c'est Christelle, c'est ça, et ton frère Florent. Ouais, moi j'ai une grande sœur qui a 14 mois de plus que moi. Ouais. Et j'ai mon petit frère qui a 7 ans de moins.
Et c'est vrai que, après, c'est peut-être ces générations, on est peut-être un peu tous dans le même cas, mais où une majorité, où nos parents, enfin, les papas disaient pas trop « je t'aime » à leurs enfants, et moi, j'ai jamais entendu ça. Mais c'est vrai qu'il a dit à ma maman, et ma maman nous l'a répété, pas longtemps avant de partir, que voilà, s'il y a une chose dont il était fier, c'était de ses enfants. Voilà. Ça t'a touché, ça? Ben oui, c'est important parce que tu grandis aussi en essayant de faire en sorte qu'ils soient fiers de toi. Tu Bien vois. sûr. Et moi j'étais tourneur-fraiseur à la base, le rugby m'a emporté dans ce truc un peu incroyable. Et il venait au match et il enregistrait sur son magnétoscope les cassettes, il les re-regardait et tu vois, il le disait pas. C'est une façon de dire je t'aime. Mais oui, carrément. Et c'était incroyable. Et c'était incroyable. Je transpire, dis donc. Vous me direz si j'ai de la peinture sur la tête. Non, ça va. Ouais, donc ouais, tu vois, c'est toujours quand ceux qu'on aime partent, qu'on se dit qu'on aurait dû passer plus de temps, qu'on aurait dû partager plus de choses, mais c'est comme ça. Et s'il était là, tu voudrais lui dire quoi, ton père? Que je l'aime, voilà, je pense que ça suffit. C'est quand la dernière fois que tu as dit je t'aime? Je pense que je ne l'ai jamais dit à lui. Alors aujourd'hui, je le dis souvent à ma femme, à mes filles, donc j'ai pas de sujet avec ça. Mais oui. Ouais. Voilà. Ça. Alors ta maman, Béatrice, c'est ça? Béa, la Béa. T'es plus souvent, tu peux passer longtemps au téléphone avec elle? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. T'es pareil. Elle parle un peu plus, mais après c'est aussi mon tempérament. On s'appelle pas beaucoup. Elle sait que j'aime pas trop téléphoner, que j'aime pas le téléphone. Je suis pas quelqu'un qui est qui entretient facilement les relations, même si on se voit dans 5 ans, notre relation sera inchangée. Mais je sais pas appeler pour rien dire en fait. Je sais pas appeler pour dire juste bonjour, ça va. Alors que rien que le ça va, c'est important. Mais quand pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Tu sais ce que moi, quand tu penses à quelqu'un, mets un texto. Je pense à toi. Hop, mais fais ce dont tu as envie. Ça faisait longtemps que j'avais pas reçu un texto de toi. Moi, je veux pas je veux pas t'emmerder, parce que je t'en envoie 5, tu me réponds au 5e, et j'ai pas envie de t'emmerder, mais moi, tu sais comment je suis. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de moi. Juste encore une dernière chose sur tes parents. Ils vous laissaient beaucoup de liberté, parce que j'ai l'impression, j'ai enquêté, que tu conduisais à 12 ans la bagnole déjà? Ils n'avaient pas trop le choix en fait, parce qu'on vivait à la campagne, dans un petit village, et qu'ils avaient, je pense qu'ils étaient un peu inconscients, et que oui, moi je piquais la bagnole de ma maman. Attends, alors c'est pas pareil, tu la piquais ou il te laissait, elle savait? Non, je lui disais pas, maman, est-ce que je peux partir, sinon elle ne m'aurait pas laissé partir. Mais il y avait toujours les clés dessus où je les trouvais, et puis je démarrais la voiture et je partais, et puis elle gueulait sur le balcon, et puis elle dit ah là, et puis voilà, j'étais parti, puis je revenais, et puis ça faisait rire mon père. Tant qu'il arrivait rien en fait, mon père la seule chose qu'il m'a dit c'est ramène jamais la police à la maison. Je l'ai jamais fait. Pourtant j'ai fait des bêtises, mais on va en parler. Mais je l'ai jamais fait, donc j'ai jamais cassé de voiture. Enfin, si un coup, en sortant du garage, j'avais accroché une R5. Et je l'avais vite rangé, et ma mère était partie faire les courses dans l'après-midi. Elle l'avait pas vu en partant, et elle pensait que c'était quelqu'un sur le parking de la grande surface qui l'avait accroché. Béa, vous entendez? Elle le sait ça maintenant? Oui, je pense qu'on en a parlé. J'ai aussi une question. Tu fais pas confiance facilement? Je fais pas confiance facilement? Non, c'est une question. Ah si, je fais confiance un peu trop facilement. Trop facilement? Je pense. Non, mais parce que tu bosses en famille, c'est important pour toi la famille, et la confiance c'est important pour moi la famille, oui, parce que pour tout le monde je pense que si tu as la chance de pouvoir travailler en famille, parce que c'est compliqué, parce que en famille j'ai eu une histoire malheureuse dans le business, donc voilà, trop de confiance aussi fait qu'à la fin il peut t'arriver des trucs pas très sympas. Mais oui, j'ai la chance je travaille un peu avec mon petit frère, ma sœur travaille pour ma marque, Rockfield, elle a une boutique, mes 2 petites nièces gèrent l'entrepôt logistique de la marque. Donc c'est canon, mais parce que tout le monde y trouve son compte, et puis tout le monde est très respectueux, et puis tout le monde travaille bien, en fait, c'est ça en fait. Et après je peux faire confiance de l'extérieur, voilà, j'ai 2 associés qui sont incroyables, à qui je laisserai ma femme et mes enfants sans problème pour partir en vacances, mais donc tout va bien. Tout va bien. Ouais. T'as dit que t'as fait des conneries, on va parler de ton adolescence. Ouais. Comme tous les adolescents, t'as fait des conneries. Alors attention parce que j'ai des dossiers. Hein. Non, mais en fait j'étais un suiveur.
Tu vois, j'ai toujours, mais même dans le rugby, hein, j'ai jamais été. Alors, c'est peut-être différent sur le terrain parce que je pouvais être en leader par l'exemple ou par les actions que je faisais, qui étaient un peu spectaculaires ou parce que mon jeu était un peu dur et du coup ça pouvait amener le reste. Mais sinon, quand j'étais gamin, j'étais un suiveur en fait. Et donc, tu connais la surenchère en fait. C'est l'effet de bande ? Ben oui, c'était l'effet de groupe en fait. Ouais, mais donc, alors qu'est-ce que tu as fait ? Ben, qu'est-ce qu'on a fait ? On avait récupéré la clé du facteur et on rentrait dans les immeubles et on allait piquer dans les caves. Tu vois, ça, la nuit, on a volé quelques voitures, quelques mobylettes. Et les voitures, aussi, comme une tortue. Oui, ben, il nous arrivait à faire. Mais là, c'était pas nous, je crois bien, je sais plus. Je me rappelle d'un C'est bien de pas avoir de mémoire. Non, mais je me rappelle d'un accident en pleine ville. Non, mais vous mettiez pas les voitures sur le dos ? Ah, on a retourné quelques-unes, ouais, mais ça, c'était dans les balles ou dans les machins avant de partir sur le parking, quand il restait des voitures, on la prenait, on les retournait, ouais, mais c'est vrai. Non, mais c'est complètement abruti quand tu penses, parce que la valeur d'une voiture pour des gens, c'est. Enfin, mais quand j'y repense aujourd'hui, il faut être con quand même. Et j'en ai d'autres. T'en as d'autres ? Ouais. Je me rappelle pas. Si je te dis, mais je vais t'aider. Piscine. Piscine. Qu'est-ce qu'il y a dans la piscine ? Bah, t'as mis des choses dans la piscine qui avaient rien à faire dans la piscine. Non, mais on allait dans le village, il y avait la piscine municipale, et puis on sautait la grille, et puis on jetait tout ce qu'il y avait autour, on jetait tout dedans, enfin, ouais. Baby-foot, des friteuses. Oui, bah, tout ce qui traînait, quoi. Ce qui était à notre portée. Donc, et la dernière que je trouve assez rigolo. Rigolote. Ah ouais. C'est, alors je sais pas comment te l'amener, mais si je te dis, le garde forestier. Tu te souviens ou pas ? Le garde... Oh, mais ça, c'est pas une grosse bêtise, ça. Non, mais c'est... Non, mais en fait dans le village de mes grands-parents, et où est-ce que tu as été te chercher tout ça ? Dans le village de mes grands-parents, en fait, il y avait un homme à tout faire de la commune, en fait. Voilà. Et en plus d'être homme à tout faire de la commune, il aidait souvent mon grand-père à la ferme, machin, pour le bétail et tout ça. Et mes grands-parents, ils mangeaient quasiment toujours avec nous, Roland. Et un soir, il habitait loin, c'était dans l'Ardèche, dans la montagne, et il habitait loin, il devait faire 4-5 km le soir au travers de la forêt et tout, mais il avait l'habitude en fait. Et un soir, on est parti avec mon oncle, qui a 3 ans plus que moi, on s'est caché dans la forêt, et puis on a attendu qu'il passe, et puis on a fait des bruits de sanglier, il est parti comme une balle, on a vu la torche s'éteindre, il est parti comme une balle, et le lendemain, il nous le racontait à table, mais c'était génial. Mais génial. Mais c'était magnifique, mais ça, c'est pas une bêtise. Non, mais c'est génial, c'est de l'espièglerie, c'est rigolo. Une petite connerie, c'est rigolo. Et vous lui avez dit que c'était vous ? Ou il l'a jamais su ? Il l'a jamais su. Tu peux me faire le bruit du sanglier ? Non, j'ai arrêté. Bon, ça, c'était la période ado. Il y a aussi un peu de bagarre au bal ? Comme dans tous les bals, hein, tu sais, quand tu as un peu trop de marquisette, je me suis pas beaucoup bagarré, on s'est beaucoup branché, tu sais, un peu comme des alcoolos, des gamins un peu cons, mais non, je me suis pas beaucoup bagarré dans ma vie. Non, vraiment pas. Après, si tu étais en 6e, il y a un 4e qui t'a craché des pépins dessus. Et là, c'est courageux, un 6e. Mais est-ce que parce qu'on rappelle que tu faisais 4,9 kg à la naissance. Non, mais oui. La BA. Et puis maman, elle fait 1m58, hein. Ouais. Et tout de suite. Donc tu te sentais plus grand, plus costaud que les autres ? Non, j'ai jamais eu confiance en moi, en fait. Enfin, j'avais pas une surconfiance, machin, tu vois, puis quand t'arrives à l'école, quand t'es en 6e, enfin, t'es le petit, quoi, donc au collège, donc... Ouais, mais si physiquement t'es un peu plus costaud que les autres, non, parce que j'aimais pas l'injustice, ou je sais pas pourquoi j'ai eu un coup de sang, et je voulais pas me faire marcher sur les pieds, en fait, c'est juste ça. Et oui, donc c'était un 4e ou un 3e, et donc je l'ai attrapé, je l'ai foutu par terre, et voilà. Terminé. Ça avance bien, je vois que t'es généreux sur la peinture, ça fait plaisir. Bah, il faut. C'est génial. Petit bébé, t'étais capricieux ? Ben oui, parce que je suis gourmand, parce que j'aimais déjà manger, j'aimais les gourmandises, et il m'est arrivé, mes parents fumaient, donc j'accompagnais toujours ma mère au bureau de tabac, et ça m'est arrivé quelquefois de me rouler par terre, pour avoir des bonbons. Et je les avais souvent, je pense. Et alors, là, je fais une petite parenthèse, parce que j'imagine pas une seconde, on en parlera tout à l'heure, ta fille ou tes filles faire ça, parce que sur l'éducation, t'es quand même strict, tu supporterais pas qu'un enfant fasse un caprice. Je pense pas être strict, mais il y a un cadre dans lequel il faut rester. Et oui, ça c'est des choses qui m'agacent profondément aujourd'hui. Tu vois, là, on a 2 petites filles. Et là, c'est la plus grande, Isor, a 3 ans, et c'est le moment où il commence à dire non, à se confronter et tout. Je pense que je suis pas son meilleur copain, tu vois. T'es dur avec elle ? Je sais pas si c'est... Oui, je pense que être dur. Enfin, je laisse rien passer, en fait, parce que ça m'insupporte, en fait.
Oui, mais je pense qu'il faut un cadre. Moi, je pense donc que pour c'est leur rendre service. pour l'instant, on n'est pas copains. On sera copains quand elle sera un peu plus grande. Voilà. Et que dit la maman? C'est ça aussi, parce que c'est dur quand c'est pas tes, quand c'est tes enfants. Mais quand c'est pas tes enfants. Non, mais je dis pas trop parce que c'est quand même des enfants. Donc, non, mais mode, enfin voilà, je dépasse pas les bornes. Je outrepasse pas mon. Mais faut pas qu'elle les dépasse non plus. Tu sais dire non. Je dis non. Bah oui, moi je pense que c'est rendre service. Mais après l'éducation, il n'y a pas de manuel pour faire élever des enfants. Mais nous, on a eu la chance d'avoir 2 filles qui étaient super calmes et ça a été facile. Et des fois, il y a des gamins qui sont plus compliqués. Et voilà, c'est comme ça. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de couleurs et tu me régales. Je fais le fond. Tu fais le fond, tu crées. Voilà. Donc, adolescence. Je vais te coûter cher en peinture, je pense. Vas-y, c'est pas grave. Après, il y a... Alors, tu avais fait du rugby petit. Et après... Oh putain, tu prends des risques, imagine le pot, il s'ouvre. Ta barbe rouge. Tu vas au rugby à l'adolescence, plus sérieusement, on va dire. Petit, je fais comme tous les gamins, je fais du sport. Donc, j'ai joué au foot, j'ai joué au rugby. Je sais pas si j'ai pas fait un peu de hand aussi, mais il n'y a rien qui me botte. En fait, je suis pas issu d'une famille de sportifs, donc mes parents, tu sais, quand t'as pas de modèle, quand t'as personne qui pratique dans la famille, ça t'attire pas forcément. Donc j'étais pas forcément attiré. Et donc j'y retourne à 16 ans. Parce qu'il n'y a pas de club de foot dans mon village. Et du coup, on va dans le village d'à côté avec 2 ou 3 copains, et puis on joue au rugby en fait. Et j'y vais parce que j'ai 16 ans, et parce que à cette époque, tu commences à sortir, il y a les filles, il y a les copains, tu fais des bêtises, un peu l'apéro, et c'était un bon endroit pour s'exprimer. T'as tout de suite accroché ou... Oui, j'ai tout de suite accroché parce que l'esprit de groupe me plaisait, voilà, l'esprit de partage me plaisait, ressemblait vraiment aux valeurs que j'avais, j'étais plutôt pas mauvais, de par mes qualités physiques en fait, plus que techniques. Et donc je suis arrivé dans un club, le club de Beauvallon à côté de Valence, qui, c'est les petits clubs quoi. C'était vraiment une famille, t'as les dirigeants, c'est tes parents, ils s'occupent de toi, ils prennent soin de toi, ils t'écoutent, c'est incroyable. Le rugby amateur. Exactement. Mais c'est ça qui t'a plu dans le rugby. Ça aurait été au hand, ça aurait été pareil. Ah oui, pareil, carrément. Moi, je comprends carrément. Ça. Et en fait, c'est vraiment l'esprit qui... Et t'as trouvé ta place. C'est ça en fait, c'est que j'ai trouvé une place en fait, et je me suis senti utile. C'est dur de trouver sa place et d'être utile, tu vois, dans quelque chose. Et en fait, je me sentais utile au collectif. Le collectif me faisait confiance pour essayer de le faire gagner. Et ça t'a donné confiance. Exactement. Enfin, ça m'a donné une place en tout cas. Ça m'a donné alors je sais pas si on va dire un but, mais j'avais on va pas dire le mot de mission. Un sens. Oui, un sens. Quelque et part. On en a besoin à cet âge-là, c'est vrai. Carrément. Et quand tu arrives à Bourgoin, donc on sait avec je fais 3 ans à Beauvallon, vu que j'avais quelques qualités. Il y a le club de Valence qui devait jouer en 2e ou 3e division à l'époque, qui me contacte, qui était le gros club du coin, de la Drôme. Je fais 1 an à Réchelle. Je crois que je fais 1 ou 2 matchs en première, mais je faisais beaucoup plus l'apéro que ce que je voulais jouer en première. Et à Valence, je jouais avec le petit frère Alexandre Chazalier, avec lequel on a joué tous les deux. Alexandre qui était capitaine de Bourgoin, qui vient voir son petit frère, qui me repère, et du coup l'année d'après je monte à Bourgoin. Mais sans savoir du tout ce qu'était le rugby professionnel, ce que ça représentait, je ne savais pas du tout où j'arrivais en fait. Je te vois arriver à l'entraînement parce que donc tu étais en junior, mais on s'entraînait. Moi j'étais en première. Et je te vois. Mais ce qui est fou, c'est que tu te dis dans la vie, s'il n'y a pas le Chazalet, peut-être que tu y penses à ça. Tu dis à quel moment il y a eu. En fait, j'avais déjà trouvé ma place parce que je jouais au rugby dans le club qui me plaisait. J'étais avec mes copains. Moi, je suis tourneur-fraiseur. J'avais une formation. Voilà, j'avais fait un bac pro, BEP micromécanique, bac pro tourneur-fraiseur que j'avais choisi. C'était un métier qui me plaisait et je bossais. Je faisais ce que je voulais, ce que j'aimais, et donc je serais resté tourneur-fraiseur, ça m'aurait éclaté, et j'aurais eu une vie, somme toute, fantastique aussi, c'est sûr. C'est sûr, parce que j'étais heureux, j'avais choisi mon chemin, en fait, tu vois, j'étais pas en train de me chercher et à pas savoir quoi faire de ma peau.
Donc c'est pour ça qu'en fait, je dis que le rugby m'a pris par la main. Ouais, c'est pas toi qui allais le chercher. Bah non, et puis il est venu, et puis voilà. Alors après, tu connais ça. Oui. Et pour y arriver, il faut faire quelques efforts, quelques sacrifices, il faut travailler. Enfin, là, je vais pas raconter. Mais non, ma vie était toute tracée. Si tant est qu'une vie soit toute tracée, mais en tout cas, le début de ma vie était comme ça. Voilà, moi, je bossais à l'usine, j'étais heureux, j'avais ma bagnole, j'avais mes copains en rugby. Alors j'étais plutôt un gamin, je vais pas dire doué, je vais pas dire brillant, mais j'avais un bon niveau à l'école. Oui, bah oui. Mais en fait, vu que je suis un peu con, on peut appeler ça comme ça, j'ai croisé une prof qui m'a dégoûté de l'école en fait, parce que je suis plutôt maths. Et je suis tombé sur une prof de maths qui m'a fait détester l'école en fait, parce que je suis un peu un bordel. Mes cahiers, c'était plutôt des feuilles volantes, des machins, des trucs. Et elle voulait que ça soit tout au carré, tout rangé, tout plié. Et puis son jeu, c'était de prendre mon cahier, de le vider. Un jour, elle l'a vidé par la fenêtre, donc je lui ai dit un gros mot. Et puis j'ai été chez le proviseur, j'ai été viré quelques jours. Et de ce jour-là, je me suis braqué contre l'école, en fait. Donc l'école, donc on revient, on avance un peu. Bourgoin. Et Bourgoin, j'arrive sans savoir vraiment où je vais, du tout. Et donc, je découvre le monde professionnel. Je pense que le premier entraînement, c'est début de saison, c'est un footing. Ah oui. On part du stade Pierre Rajon. On va où là? Avec Froissart? Avec Robert Froissart, on monte, on va vers le château de César. Pas le château de César, vers Ruy, on part. Et au bout de 500 mètres, mais explosion, capot ouvert. Et là, Alex, je vois dans ses yeux, qui se dit, mais pourquoi j'ai fait venir ce joueur en fait? Et il me dit, coupe là, parce que juste après le pont d'autoroute, coupe là, on fait le tour. Puis on montait dans les bois, tu te rappelles? Exactement, autour de l'étang. Et donc le premier footing, waouh, je fais 1 kilomètre à courir comme une vieille dame. Mais vraiment. Et premier entraînement, je pense que ça doit être à toucher ou un truc un peu tranquille. Pierre Rasky, Pierre Rasky, grand joueur. Oui, mais c'est bien sûr que c'est un grand joueur. On l'appelait grincheux. Premier ballon qu'il prend, j'arrive en planche, je le dessoude. Et là, mais qui c'est ce con qui a fait venir celui-là? Parce que c'était pas plaqué en fait. Et moi en fait. C'était mesuré, entraînement mesuré. Oui, et puis nous, dans les petits clubs, en fait, t'es à balles réelles tout le temps quand tu t'entraînes. Mais en fait, j'avais pas cette notion faut y aller cool et tout. Puis t'as pas pris le bon là. Et ça, je me rappelle. Est-ce que c'est parce que je me le dis souvent ou parce que je me suis souvent rappelé cette anecdote? C'est que j'étais à 2 doigts de pleurer sur le terrain, quoi. Parce que tu te sentais, il t'avait pas intégré. Tu dis merde, je suis pas à ma place. Je suis pas compris. Qu'est-ce que je fais là, en fait, tu vois? En fait, c'est pas ça le rugby. J'ai eu un vrai moment de doute. Après. Tu gardes bien sûr, j'imagine, des bons souvenirs de... Mais c'est génial. C'était beau, hein, Bourgoin. Mais c'était génial. Mais de toute façon, tu vois qu'il n'y a pas Michel Couturas, notre manager. Je fais pas ce que j'ai fait. Je crois pas, en tout cas. Après, il y a eu des autres hommes. Il y a eu Philippe Saint-André. Il y a eu d'autres entraîneurs. Mais les deux qui ont compté le plus, c'est vraiment Philippe et Michel. Mais Michel, c'était pas le meilleur technicien. C'était pas le meilleur entraîneur. Mais par contre, il connaissait les hommes, en fait. Voilà. Et puis, il savait tirer de nous le meilleur et il nous laissait nous égarer. Et en fait, c'est Michel qui m'a fait jouer la première saison une grosse dizaine de matchs, en me laissant faire plein de bêtises à côté. Quand j'étais en espoir, on sortait, parce qu'il fallait que jeunesse se fasse. Et c'était fin des années 90. On pouvait encore plus sortir qu'aujourd'hui. C'était pro, mais c'était pas encore trop restrictif. Et il m'a repris par la main 1 ou 2 fois, par le bras, par la manche, et en me disant, Sébastien, c'est super, amuse-toi, profite, mais je pense qu'il faut que peut-être que tu as quelque chose à faire, tu as peut-être quelques qualités, tu vois. Et je suis tellement d'accord avec ça. Pour moi, un bon manager, c'est d'abord dans l'humain. Pour tirer le meilleur, il faut lui donner de la confiance, il faut lui donner de l'amour, il faut lui donner de la rigueur, de la discipline, un cadre. Il y a un grand entraîneur qui a dit il faut aimer ses joueurs si tu veux qu'ils te rendent quelque chose. Moi, j'y crois à ça. Mais bien sûr. Je vois pas comment ça peut marcher autrement. Et tu parles d'amour, il y a eu une belle rencontre aussi en parlant d'amour à Bourgoin, au Christina. Ah, chez Goy. On fait un petit coucou à Marie d'ailleurs. Oui, et à Val aussi, Valentine, exactement. C'était là où on se passait tout notre temps en dehors des entraînements. C'était un peu le siège. Où je passais mon temps avec Laurent Le Flamand, et Alexandre Péquillier, où on jouait beaucoup au Yams entre les entraînements.
Et donc, c'est marié, et c'est là que j'ai rencontré mon épouse, voilà. Il y a 25 ans, 24 ans, 26 ans, un truc comme ça. C'était une évidence, tu Oui, disais. oui, bon, c'était un soir d'après-match. Elle est rentrée avec deux de ses copines, et puis on s'est regardé, et puis c'était fait. Et ce qui est marrant, c'est que, parce que je te connais bien, et t'es pas quelqu'un qui est capable d'aller parler à une fille. Après, c'était pas du tout moi, mais c'était physique en fait. Tu vois, avant qu'elle parte, je dis, on se retrouve là où tu vas, on s'est retrouvé là où elle allait, puis on s'est jamais quitté. 3 juillet 2004. Ça, c'est notre mariage. Tu vois, tu te rappelles. Il y a des choses quand même qui, tu vois. Rue Monceau. Tous les ans, faut s'en rappeler, parce que c'est pour ça que tu t'en rappelles. Puisque tu parles de ça, oui. Tu sais ce que tu lui as offert à ta femme à la Saint-Valentin dernière? Alors, normalement, j'achète des fleurs. C'est ce que j'ai encore fait cette année. Non. Tu as fait quelque chose de bien plus personnel et je pense que, tu vois, ça m'émeut d'en parler, qui l'a énormément touché. T'as renoncé à quelque chose pour ta santé. J'ai arrêté de fumer. Voilà. Et je me rappelais même pas que je l'avais fait pour la Saint-Valentin. mais oui, j'ai arrêté de fumer, parce que j'ai trop fumé, j'ai eu quelques soucis de santé, donc voilà, il fallait s'arrêter. Ouais. Et c'est fait. Eh ben c'est beau, c'est un beau cadeau, et je peux te dire qu'elle a apprécié. Donc vous vivez votre idylle, après chacun de votre côté, enfin, vous affichiez pas pendant... Non, mais au début on avait chacun notre appart, enfin j'ai très vite envahi son appart. T'as envahi son appart, mais après tu pars en équipe de France une tournée pendant 1 mois, oui. Et là tu donnes 0 nouvelles. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme je te dis. C'est fou ça. Pourquoi ? Tu trouves ton bonheur dans les magazines là ? Je suis en train de faire une sélection ? Une sélection. T'es quelqu'un de râleur et tu dis il faudrait organiser des moments de râlerie le matin et le soir. Tu penses que de râler, ça permet de remettre les compteurs à zéro ? Moi j'ai souvent entendu que tant qu'on râle, c'est qu'on est en bonne santé. Le jour où on n'entend plus quelqu'un, c'est qu'il faut peut-être s'inquiéter. Donc, puis c'est bien de râler. C'est bien de râler. Après, c'est bien de râler pour se libérer un peu, pour se vider, pour dire des choses. Alors quand tu râles, c'est jamais pour des choses très importantes généralement. Oui, il y a râler et... râler, c'est pour des trucs qui servent à rien, en fait. Oui. Parce que ça traîne, tu râles, machin, tu râles. Ouais, j'aime bien râler, ouais. T'es pas un boudeur ? Non. T'es rancunier ? Non, pas du tout. Ouais, Pas du tout. Enfin, je crois pas. Des fois, j'ai l'impression que, quand on discute avec Annick de certaines choses, des fois, elle me trouve des traits de caractère que j'ai pas l'impression, mais non, rancunier, non, ça c'est sûr que non. Et elle te trouve quoi comme trait de caractère, par exemple ? Elle te trouve quoi comme... Non, mais des fois, j'en sais rien, mais des fois dans les discussions, on n'a pas tout à fait le même point de vue sur ce que je pense être ou ressentir. Ouais. Tu penses que tu te connais bien, Seb ? Non. Non, parce que je m'arrête jamais sur eux, en fait. Ce que je trouve bizarre, moi, sur toi, je fais le psy, tu sais, là. Non, mais moi, c'est que tu réfléchis vachement sur toi, quand même. Tu te poses beaucoup de questions. Parce qu'on a parlé, tu vois, moi je vais faire les retraites, c'est quelque chose que tu aimerais faire. Donc c'est quelque chose qui t'intéresse, tu t'intéresses. Parce que j'ai envie de le faire. Parce que je pense que je crois que j'ai envie et besoin de faire ça pour me retrouver un peu moi-même. Mais du coup, tant que je le fais pas, je pense pas à moi en fait. Je pense pas en profondeur à moi. Pas beaucoup. On y va quand tu veux. Hein. Je sais. Je l'ai déjà dit. Tu sais ce que j'ai pensé cette nuit ? Je me suis dit que tu te rases complètement pour te retrouver toi, le Sébastien, et que c'était comme si tu t'enlevais ta barbe, parce que Annick dit que tu te caches derrière cette barbe. Que je l'ai laissé pousser pour me cacher. Mais je pense pas qu'aujourd'hui, elle me va très bien, cette barbe, tu vois. Et aujourd'hui, cette barbe, c'est Sébastien. C'est pas Chabal, par exemple. D'accord. Tu vois. Alors, c'est ce qui a fait naître Chabal, mais c'est Sébastien. Et le jour où je serai plus bien avec ça, je la raserai sans aucun problème, en fait. Donc non, je ferai pas un truc... à la fin d'une expérience, je ne ferai pas ça pour marquer le fait de machin. Non, mais pas du tout. C'est mon délire. Hein. Oui. Ouais. D'ailleurs, j'ai un autre délire. Ouais. Si je lance là à nos internautes, pour combien tu te rases la barbe ? Non, mais même pas. Parce que c'est moi, en fait. Parce que non, mais non. Non. 2 millions ? Non. Je peux lancer une cagnotte sur Litchi, ça peut aller vite. Hein. 3 millions ? Non. Tu te la rases pas ? Non. Bon, bref. Non, et sur le côté, tu te caches derrière la barbe. Donc, la barbe, c'est Sébastien.
Oui, ah oui, c'est moi, oui. Oui, c'est moi. Je pense qu'elle est arrivée à un moment parce que c'est pas arrivé par hasard. Mais oui, c'est moi. C'est sûr et certain que c'est moi. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui, Seb? Qu'est-ce qui me rend heureux? Déjà que ma famille, vraiment, heureux et fier, voilà. Mes filles, ma femme, voilà, et au sens plus large, le reste de ma famille. Donc oui, je suis très heureux, voilà, que tout le monde aille bien, que tout le monde soit à peu près aligné. Donc ça c'est important. Et après j'en sais rien parce que je suis toujours en train de me chercher en fait. Je pense qu'il faut juste que je m'écoute un peu en fait. Tu vois. Et pourquoi tu t'écoutes pas? Ouais, mais parce que... Tu te fais peur? Ah non, pas du tout. Non, mais parce que quand tu lances des choses, il faut aller au bout des choses, en fait, tu vois. Et il y a des choses qui sont aussi importantes, il y a des choses que j'aime malgré tout, et qu'il faut que je fasse correctement. Donc, non, mais aujourd'hui, je suis heureux, tout va bien. Oui, non, mais j'ai aucun doute là-dessus. Mais il y a plein de choses que j'aimerais faire et que je prends pas le temps de faire, en fait, tu vois. Et je vais t'en donner. J'ai toujours dit que j'adorerais tailler des pierres. Eh ben, je savais que tu allais me dire ça. Et pourquoi la pierre? Je sais Plus pas. que le C'est bois. minéral, la matière. J'aime la matière en général. J'aime l'objet, j'aime la matière. Parce que j'ai la sensation, alors pour le bois, quand tu es ébéniste, c'est pareil, c'est vraiment ta main avec des outils, mais voilà, c'est cette sensation d'avoir des outils assez primaires, tu vois. Un marteau, un burin, et je trouve ça incroyable en fait. C'est pas forcément le résultat de faire ce que tu vas tailler, c'est plus le fait de taper dans la pierre, de créer, c'est quoi? À la fin, tu vois, moi j'aime beaucoup j'aime bien l'ancien, l'immobilier ancien, tu vois, la vieille pierre et tout, et quand tu vois ce qui est fait, mais c'est incroyable. Donc, ceux qui arrivent à faire ça avec leurs mains, c'est un peu comme les artistes. Je trouve ça fou. Tu vois, ce ressenti avec la matière. Est-ce que tu reviens pas à tes tourneurs-fraiseurs? Oui, il y avait de la matière. Alors après, c'était des machines qui faisaient beaucoup de boulot. Mais pourquoi? Mais oui, c'est peut-être ça. En fait, j'aimais ce métier parce que peut-être aussi même certainement parce qu'il y avait de la matière. En fait, qu'on travaillait la matière, on créait des objets. Et oui, tailler des pierres. Et peut-être que, alors là, on va plutôt aller sur la Chine ou le Japon. On va trouver des moines. Je vais te trouver quelque chose, moi. Tu vois, un stage de tailleur de pierre et on va allier plaisir et spiritualité. On avance un peu. Bourgoin. Après, tu pars. Je crois que c'est 2004. C'est un peu pour ça que tu te maries d'ailleurs. Ça allait arriver, mais c'est vrai qu'on a accéléré un peu le truc parce que pour la sécurité, Annick était enceinte. Voilà, avoir le même nom et tout ça, donc c'était mieux qu'on soit mariés. Et donc on s'est mariés en petit comité rapidement. Tu aurais accepté qu'elle ne prenne pas ton nom? C'est une question que je me suis jamais posée. Oui, parce que chacun son identité de départ en fait, tu vois. Ouais. Donc donc tu pars en Angleterre, tu suis Philippe Saint-André. Je pars en Angleterre parce que j'aurais adoré rester à Bourgoin, vraiment, parce que j'aurais pu être un joueur d'un seul club, parce que c'était pas très loin de chez moi, c'était confortable, parce que c'était le début de mon histoire, parce que tout ce que ce club représente pour moi, c'était canon. Mais le rugby professionnel a fait que l'économie de notre sport a limité un peu le potentiel de Bourgoin. Parce que c'était Pierre Martinet qui était notre président et qui mettait beaucoup d'argent, mais qui ne pouvait pas en mettre plus. Et donc, vu qu'il fallait avoir de plus en plus d'argent, et que Bourgoin était un gros village, en fait, avec 20 000 habitants, ça allait plafonner et j'avais d'autres ambitions pour ma carrière. Donc voilà, donc j'ai suivi Philippe, qui était notre entraîneur mon entraîneur à Bourgoin. Et je l'ai suivi en Angleterre en me remettant complètement en question, complètement en danger, parce que j'arrivais dans un championnat où pas grand monde me connaissait, où je ne connaissais pas. T'étais déjà en équipe de France. Ouais. Et il fallait tout refaire. Voilà. Quel souvenir tu gardes? Quelle expérience? Bien, pas bien L'Angleterre, mais incroyable. Mais incroyable. J'ai tellement aimé ce moment-là. Mais tellement, parce que déjà, sportivement... les Anglais sont des supporters de sport. On avait ça à Bourgoin.
On avait des supporters, il y a du public oui, non, dans certains stades. Oui, mais oui, bien sûr, oui. Mais en France, on a plutôt une culture de spectateurs, moins que de supporters. Donc j'ai adoré partir en Angleterre parce que quand tu pars en Angleterre, on te dit tu pars chez l'ennemi, chez le machin, chez le truc. Et en fait, pas du tout. En fait, troisième match, ils chantaient la Marseillaise dans les tribunes parce qu'on était plusieurs Français. Il y avait Sébastien Bruno avec moi, il y avait alors Lionel Faure, je ne sais pas s'il est arrivé la première année ou s'il est arrivé après. Il y a eu Larague, il y a eu Larechea, Valentin Courant. Il y a eu pas mal de Pierre Caillé, il y a eu pas mal de Français qui étaient dans le club. Et puis on a eu une équipe qui était canon, qui cartonnait. Après, ils étaient un peu en avance aussi sur au niveau rugbystique. Enfin, non, je nous, pense pas. On était gâtés pour la préparation physique quand même à Beaurois, mais enfin moi, quand j'y suis allé en 2001 au Saracens, tu avais déjà la vidéo. Enfin, moi, je trouvais qu'ils étaient en avance sur nous, quoi. Ouais, mais je pense, moi, quand j'étais en 2004, je pense qu'on avait pris le pas en fait en France. Mais je me rappelle, oui, quand on a commencé à jouer en Coupe d'Europe fin des années 90, début des années 2000 avec Bourgoin, quand les Wasps arrivaient, les mecs avaient leur shaker, leur protéines, leur machin, leur truc, ils faisaient de la muscu, ils étaient comme ça. Nous, on mangeait encore des sangliers. Non, c'est ça. C'est ça en fait. Et quand je suis arrivé en 2004, c'était presque pareil. Après, c'est surtout le. C'est surtout culturellement que c'est un choc en fait. Parce que culturellement, c'est switch on, switch off. Et ça, j'aimais beaucoup en fait. Alors que nous, en France, on est des branleurs. Et j'en faisais partie parce que j'avais besoin de savoir pendant la séance de physique ce qu'on allait faire, jusqu'où on allait aller pour essayer de me gérer un petit peu tout ça. Et les Anglais, non, ils te disaient pas ce que tu fais, ils sifflaient, tu courais, et puis tu dégueulais 3 fois, et en fait j'ai progressé dans la discipline et dans l'effort, mais d'une manière incroyable, avec un préparateur physique qui m'a tout de suite mis en confiance en me disant je sais quitter, je sais tes qualités, on t'a pris pour ça, je connais tes faiblesses, etc. Génial. Et après 2004, et là 2007. Là c'est un peu un tournant de ta vie. Enfin, c'est même avant 2007, mais il y a la Coupe du Monde 2007 où là tu maîtrises plus rien et effectivement là on voit ta tête partout, t'as ta marionnette au Guignol de l'info, t'as ta statue au musée Grévin. T'as failli tourner avec Clint Eastwood. Non, mais c'est quand même dingue. Ouais, c'est pas faux. C'est là où le média peut tout emporter sur son passage, en fait. T'as pas souffert de ça? Non, j'ai pas souffert parce que j'avais pas 20 ans. Tu vois, en 2007, j'avais déjà presque 30 ans. Donc ça allait. J'avais un peu de maturité, ça m'a pas fait prendre le melon, je pense pas. Non, t'as pas. Mais c'est particulier en fait, quand ça te tombe dessus, c'est particulier. Le truc se raz-de-marée, et puis l'équipe de France avait besoin d'une figure. J'avais cassé la gueule à 2 All Blacks dans la tournée d'avant, et avec mon look et mes les actions sur le terrain, ils m'ont pris moi, et puis voilà. Mais ça aurait dû s'arrêter, ce truc. Ça aurait dû s'arrêter. Mais voilà, c'est toujours là. C'est toujours là. Et est-ce que tu en veux, je sais ton rapport avec le rugby, les journalistes notamment, mais tu as quand même 62 sélections en équipe de France. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce truc, Sabal, on était souvent amené à amener tes défauts plutôt que tes qualités. Bah oui, parce que sur ces 62 sélections, je pense que même c'est sûr, il y en a une majorité où j'étais remplaçant. Donc il faut être très... Ouais, mais tu les as eu quand même. Oui, j'ai jamais été le meilleur joueur. Mais oui, mais tu sais, c'est toujours... Enfin, je vais me rassurer comme ça, peut-être que qui aime bien châtie bien, ou quand t'es tellement différent, on essaye de te... Puis on est dans un monde où il faut c'est très français ça aussi, tu vois, quand t'es en Angleterre c'est différent, où les gens essayent de te dénigrer, tu vois, tout le point faible en fait, ce qui va pas, il faut pointer du doigt parce qu'on est dans un pays de jaloux aussi, faut pas, tu vois, si tu gagnes de l'argent, c'est que t'as volé quelqu'un, ou t'as escroqué quelqu'un, et malheureusement je trouve ça triste en fait. Et oui, j'ai beaucoup, énormément souffert. Et pourtant, je lisais pas ce qui se disait, mais tout revient aux oreilles, en fait. J'ai beaucoup souffert au départ, après ça allait un peu mieux, du fait qu'on pense que je travaillais pas assez. Et ça, c'est même encore aujourd'hui, tu vois, j'ai la gorge nouée quand j'en parle, parce que je pense que je faisais des efforts incroyables, comme tout le monde, pour arriver à ce niveau-là. Mais comme j'avais pas des qualités d'endurance, et que c'est ce qui se voit le plus,
sur un terrain, et ben les gens pensaient que j'étais un branleur en fait. En plus, quand j'étais jeune, comme je disais, on faisait un peu l'apéro, on sortait, donc ils te voyaient après le match en boîte de nuit, et puis et le week-end d'après, tu courais moins que les autres, et ils faisaient des amalgames en fait. Alors c'est pas du tout ça en fait, c'est que j'avais d'autres qualités, j'avais des qualités différentes. Ah, mais surtout sur le foncier. Je veux dire, Oui, c'est ça. c'est encore plus dur pour quelqu'un qui n'a pas de foncier. Quelqu'un qui a du foncier, oui. presque, il a aucune. C'est comme toi, t'es rapide et t'es fort, donc tu fais pas des efforts. Ouais, mais un mec qui va courir en 12 secondes 5 ou en 12 secondes sur un terrain, ça se voit pas. Non. Un mec qui peut pas enchaîner les actions comme tout le monde, ça se voit. Et tu vois, c'est Ouais, des mais choses ça n'empêche pas que tu faisais les efforts pourtant. Ah oui, bien sûr. Ouais. Tueur en série. Je suis pas sûr que je vais prendre des trucs dans ce livre. Donc ouais, t'as souffert de ça, donc de cette période. Beaucoup, ouais. Beaucoup. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, car j'y pense, ça me fait mal, vraiment. Parce que je me dis que c'était pas juste. En fait, tu vois, c'est le sentiment d'injustice qui reste en fait. Parce que c'était pas juste. Tu vois, c'est pas juste. Il y a plein de choses qui sont pas justes, mais c'est la vie, c'est comme ça. Tu vois, ça m'a pas empêché ça m'empêche pas d'être heureux. Voilà. Ouais, mais aujourd'hui, tu vois, c'est marrant parce que t'es Sébastien Chabal, comme tu dis, ça s'est pas arrêté. Tu pourrais leur dire, vous voyez, allez vous faire foutre. Mais pourquoi j'irais leur dire ça ? Non, mais ce que je veux dire, t'as quand même ce besoin de reconnaissance de tes pairs pour. C'est ça qui t'a fait souffrir, quoi. Alors, c'est pas tant de la reconnaissance, en fait, c'était plutôt parce que j'attendais pas qu'on reconnaisse, mais qu'on dise pas que j'étais pas... Feignant ou voilà, tu t'y filais pas. Exactement. On passe un peu au dossier famille. Donc, tu as 2 filles, Maude et Lily Rose, du côté de ta femme, puis après vous avez eu Lily Rose. Tout. Et là, ça doit lui plaire parce que même Annick, c'est une artiste. Non, mais c'est vrai, je crois qu'elle elle dessinait pour les grands couturiers. Elle travaillait dans la photogravure. Elle était un peu faussaire, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Mais oui, elle a vraiment un talent artistique. Elle aurait voulu faire les beaux-arts, elle ne les a pas fait. Elle a toujours été un peu frustrée. Et aujourd'hui, notre petite, Lily Rose, petite qui a 21 ans, mais ça reste toujours des petits-enfants. Hein. Fait une école d'art et je suis fan. Ouais, mais t'es fan. Ah oui, je suis très fan. Ah, oui, elle fait quoi ? Raconte-nous un peu. Elle t'a briefé un peu pour faire là ? Je lui ai posé des questions, elle est partie, je lui ai posé des questions avant-hier. Elle dit, il y a des tips, un peu des machins. Elle dit, non, t'es nul, quoi. Elle t'a dit ça de toi ? Non, elle m'a pas dit ça comme ça. Elle m'a dit, mais non, elle m'a dit, essaye de faire quelque chose peut-être plus d'abstrait, si tu sais pas dessiner du tout. Je dis, bon, on verra ce qui se passe, mais non, je suis assez fan. Elle est plutôt dans la BD, là. Elle est en... Alors, attends, parce que l'école, je ne suis pas trop. Elle est en master, première année. Donc là, elle a plutôt choisi sa voie dans l'édition. Depuis qu'elle est petite, elle sait qu'elle veut faire ça, en fait. Donc, depuis qu'elle est rentrée dans cette école d'art il y a 4 ans, elle est épanouie, elle est heureuse, elle a trouvé sa voie. Et pour des parents, c'est le plus important. C'est génial. Et donc elle produit, quoi. Donc elle nous montre tout ce qu'elle fait et c'est canon. Mais c'est canon. On a été à la remise de ses diplômes pour sa licence. C'est chouette. Je leur ai laissé une petite place avec avec sa copine là dans mes bureaux. Elle commence à se monter un petit atelier de sérigraphie, donc c'est génial. Bientôt tailleur de pierre. Bientôt, je mettrai une enclume ou je sais pas quoi, un établi et je taillerai les pierres à côté. Alors, je sais que tu es aussi un businessman, j'allais dire, tu es sur tous les fronts. Bon, tu as ta marque, Rockfield, que tu as racheté complètement, c'est ça ? Alors, c'est Rockfield, je l'ai créé en 2007. Ouais, a été imaginé en 2007 avec Pierre, le patron d'une boîte de textile, qui était le joueur de rugby amateur, de père en fils, passionné. C'était un ami à Michel Couturas. D'accord. C'est Michel qui me l'a présenté, et donc il avait envie de lancer une marque dans le rugbywear, un peu comme Eden Park, Blanco, voilà. Et donc j'ai accepté, mais j'avais signé à l'époque un contrat de licence de marque pour 10 ans. Donc la première collection est sortie en 2009, et en 2019, j'ai racheté la marque. Parce que j'étais plus tout à fait aligné avec les valeurs de l'entreprise que j'avais croisée 10 ans plus tôt. Et puis
Et puis il fallait que je donne du sens à mes activités professionnelles. Et c'est Annick qui me dit, réfléchis un peu, regarde ce que tu fais, et puis regarde ce qui a du sens, ce qui est le plus pertinent. Et donc du coup, Rockfield est arrivé rapidement en haut de la pile. Et donc j'ai racheté en 2019 avec 2 associés, avec Tony et Eric Marie, qui aujourd'hui sont vraiment les opérationnels et qui pilotent le quotidien, parce que moi je ne sais pas trop piloter le quotidien, ça me fait chier, je m'ennuie vite. Et ce qui me permet d'aller faire plein d'autres choses, et c'est génial. Je te vois coller plein de trucs. T'es content, là? Ça avance bien? Ouais, mais c'est vrai que tout à l'heure quand vous disiez la toile est grande, c'est vrai que c'est grand une toile. Tu peux remettre... Hein, mais Là, je vois que t'as le middle, tu vas mettre le middle? Je sais pas, mais tu vois, je mets du rugby mais c'est pas mon truc qui me revient en premier, tu vois. Ouais. Mais ça fait partie quand même de ma vie, même aujourd'hui. Ouais. Ça fait plus partie de ma vie aujourd'hui dans les valeurs. Tiens, justement... Alors, un mot, tu suis, bien sûr, on sait que tu es sur Canal+, et avec le Top 14, tu suis bien sûr l'équipe de France. Oui. T'as des joueurs en particulier ou non? On va peut-être pas parler de rugby. Bon, on peut parler de rugby, hein, mais oui, bien sûr, je suis parce que je commence le Top 14 quasiment tous les week-ends, dans le Canal Rugby Club. Après, mais je crois que c'est un peu comme tous, hein. Je crois que je suis assez bluffé, assez fan de toute cette jeune génération, qui est là depuis 3-4 ans, ou 4-5 ans, je sais pas. On va parler d'Antoine, bien sûr, qui est un extraterrestre dans cet univers, mais tous les autres. Là, tu as des gamins qui sont en train de s'installer, qui sont arrivés encore là pour le début du tournoi. Mais c'est fou. Mais c'est fou. C'est fou. Et c'est fantastique pour notre sport. Voilà, voir le sport que tu aimes performer, c'est canon. Donc voilà, et puis je m'éclate à voir... quand tu regardes tu vois, je suis fan de personne en fait, j'ai jamais été fan. Mais j'admire le talent. Ouais. Tu vois, et tu as des joueurs qui ont du talent, qui ont vraiment du talent. Tu vois Ramos, alors lui c'est plus tout à fait un jeune, mais ce mec il est incroyable. Voilà. Lui, on commence à en parler de plus en plus parce qu'il est en train de il a confirmé, puis il l'a pas eu facile au départ. Ah non, il l'a pas eu facile, il a été se remettre en question en jouant en Pro D2, machin, et cette génération exigeant dans la vie, mais un bon mec. De toute façon, je pense que si t'es pas exigeant dans le sport de haut niveau, ça va pas très loin en fait. Mais l'objectif, c'est la Coupe du Monde, quoi. Faut la gagner à un moment. On a souvent été pas très loin. Et ça n'a jamais été pour nous. Alors, c'est vrai que quand on parle de ça, on pense, même si c'est déjà il y a 2 ans ou 3 ans, 2023, j'ai l'impression que c'était hier. Ouais, moi aussi, pareil. Tellement cette Coupe du Monde était pour nous. Enfin, là, tu l'as vécu comment, toi? Alors, pas mal, mais c'est surtout ce sentiment d'injustice, en fait. C'est parce qu'on va pas revenir sur les actions du match, le machin, comment tu perds le match. Mais j'ai l'impression qu'on s'est bien fait mettre. Hein, on peut appeler un chat. Hein. C'est un traumatisme pour les joueurs aussi. Là. Mais pour tout le monde. Mais même pour nous, on a eu les boules. Hein. Tout le monde pensait que tu dois pas t'arrêter là, en tout cas. Tu peux pas t'arrêter là, comme ça. À un point. C'est pas... rien. J'ai un sujet avec lequel j'aimerais aborder avec toi. Un matin, tu te lèves, tu as un rendez-vous. Oui. Tu vas en voiture. Oui. Il est tôt. Oui. Tu te sens pas très bien. Tu savais que j'allais. Oui. Tu te mets sur une aire d'autoroute. Oui. Et là, tu dis, putain, je suis pas bien. Je te laisse raconter. Voilà pourquoi la raison pour laquelle c'est bien que j'ai arrêté de fumer. Un matin, je me lève, je descendais, parce que moi j'ai des bureaux, je vis à Lyon, à côté de Lyon, et j'ai des bureaux, et une grosse partie de mes équipes sont à côté d'Avignon. Et je descendais parce qu'on avait réunion d'équipe, je sais pas ce que c'est exactement. Et donc je prends ma douche, et en me douchant, j'ai l'impression que je me fais mal au cervical, comme ça peut arriver, je me dis, oh merde, voilà, je dis, ça va pas être cool ça va pas être cool le voyage, et puis je prends la bagnole, et puis j'ai de plus en plus mal, et puis machin, et puis machin. Et en fait, j'ai toujours su que j'allais faire des infarctus. J'allais faire au moins un infarctus. Tu savais ça avant ? Mon papa, j'avais un terrain familial, et il y a des choses que tu sais. Alors c'est con, hein, et donc je savais à peu près les signes d'un infarctus. Et en fait, sur la route, ces signes étaient de plus en plus présents. Et donc je me suis arrêté sur une aire d'autoroute, une petite aire d'autoroute où il n'y a rien, où tu as juste une pissotière et un machin, et puis
Puis je me suis dit que c'était pas mes cervicales et que c'était ça, donc du coup j'ai continué de rouler jusqu'à Valence. Ouais, mais il y a un moment, tu m'avais dit, là, je vais aller me reposer, et tu t'es dit, si je vais me reposer, je vais mourir. Ben, si je m'arrête, oui, je dis si je reste là, parce que je m'étais arrêté en me disant ça va peut-être passer, mais vu les signes qui étaient de plus en plus présents et qui étaient de plus en plus douloureux, je me suis dit, ouais, il faut quand même que je parte, que j'y aille là, parce que sinon, oui, il risque de me retrouver sur l'autoroute, quoi. Dans quelques semaines, parce que c'était un truc où il n'y avait vraiment rien. Et donc, j'ai roulé jusqu'à Valence, j'ai fait les quelques kilomètres qui me restaient, je suis allé à l'hôpital, et puis voilà. Aux urgences. Aux urgences, bonjour. Voilà, Ils t'ont reconnu ? J'en sais rien, bonjour, je suis en train de faire un infarctus, je pense. Votre carte d'identité, votre carte vitale, machin truc. Donc je me suis enregistré et j'étais en train de faire un infarctus. Donc voilà. C'est fou parce que quand on parle, tu me parles comme si tu me parlais d'un... Ce qu'il y a, c'est que c'est là aussi où c'est... j'ai pas peur de la maladie, ça m'inquiète pas trop. Et pour le coup, un infarctus, quand c'est pris à temps, alors tu as la douleur, mais ils te mettent le stent, ils te mettent le truc, instantanément tu n'as plus mal, et vu que moi ça a été appris à temps, alors heureusement mon cœur n'a pas de séquelles, ils te font un tout petit trou ici, ou machin, pour eux la médecine est tellement incroyable, qu'en fait, là pour le coup ils m'avaient gardé 4 jours, en observation, mais je suis allé me refaire poser un stent parce que j'avais une autre artère bouchée, mais tout allait bien. Je l'ai fait en ambulatoire. Quand tu rentres à midi, tu sors à 18h, qu'ils t'ont posé un truc à côté du cœur, c'est trop facile en fait, tu vois, ça fait pas mal, ça fait pas peur, donc oui, j'en parle assez librement. C'est con d'ailleurs, c'est un peu con. Ouais, alors, encore le Romain le psy, mais j'ai l'impression que tu es dans le déni, c'est quand même pas rien. Mais dans le déni, je dis pas que c'est rien, mais je dis que ça fait pas peur en fait. Alors est-ce qu'il faut avoir besoin d'avoir peur pour prendre conscience des choses? Vraiment, ça t'a pas fait peur, ça t'a pas... Bah non, parce que peut-être que j'étais conditionné. Peut-être que j'ai pas l'impression que je peux mourir de ça en fait. Tant mieux, j'ai pas envie non plus, tant mieux. Non mais c'est grave, bien sûr que c'est grave. Alors, pour ma famille, je sais que c'est grave. C'est vrai que les gens, ça inquiète plus les gens autour de moi que moi. C'est pour ça que j'essaye de faire des efforts aussi, de ne pas fumer. Alors après, je picole pas, je mange pas dégueulassement, donc tout va bien, tu vois, mais voilà, ouais. C'est quoi, une fois que tu as fait ça, on t'a posé les stents, est-ce qu'il y a un protocole, justement, donc la bouffe, la clope, Non, bah oui, la bouffe, je mangeais plutôt bien, donc la clope, et puis après, tu as un traitement, de toute façon, tu es suivi, tu as un traitement, et tu n'as pas tu vois, là, le sport. on va finir, je rentre à Lyon, je vais voir mon cardiologue après. Ouais, tu m'as dit. Bah, il faut faire un peu d'activité, pas trop forcer. Tu le vois pour un contrôle de routine. Hein ? Tu le vois pour un contrôle de routine. Oui, c'est le contrôle annuel. Je vais finir par être content de moi, tu vois. Moi, je suis content de toi et moi, je tiens à toi, donc tu fais attention à toi. Non, mais je parlais de mon Oui, frère. mais moi, je parle de toi, mon ami. C'est vrai, quand je vois tout ça, là... Ça te donne faim ? Ouais. Justement, tu dis, en parlant de faim, tu t'es associé, tu es dans une nouvelle aventure avec les burgers. Ouais, parce que Rockfield tourne plutôt bien, ils n'ont pas beaucoup besoin de moi, parce que j'ai une équipe qui est incroyable, ils en ont une 50aine, donc toute l'équipe est géniale, et aujourd'hui ils ont presque besoin de moi que pour faire les photos, tu vois, pour les shootings, et donc ça me permet de faire aussi plein d'autres choses, même si je suis très présent, et oui, j'ai rencontré Johannes Richard qui a été champion du monde de burger à Dallas en 2003, et on a décidé de lancer... Dallas. Ouais, carrément, chez eux, chez les Américains, ça c'est génial. Et donc on a décidé de lancer une aventure autour du burger. Au début, on a imaginé un modèle qui était un peu différent. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce modèle a été très compliqué à mettre en place, et donc aujourd'hui, on est en train d'ouvrir nos propres restaurants. Ah, d'accord. On a ouvert à Marseille, là on va ouvrir à Montpellier. Et vite, il faut que je trouve à Lyon, parce qu'il faut que j'en mette un à côté de chez moi, que j'y aille, parce que là, je suis obligé d'aller à Marseille pour manger, j'y vais demain. Demain, je vais à Marseille pour manger Manger chez toi. Pour manger des burgers. Et les burgers sont canons. Mais canons. Johannes a vraiment du talent. Et c'est cool, donc voilà, c'est un début d'aventure, on va monter 2-3 restaurants, pour être chez nous, puis après on va essayer de lancer une franchise. Ah, génial. C'est l'objectif. Voilà, donc ça, c'est ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui. D'accord.
Alors j'en profite puisque tu es en train de bosser. Ton œuvre sera exposée et vendue aux enchères lors d'une grande soirée caritative où j'espère que tu nous feras l'honneur de ta présence. Donc les bénéfices iront à une association. C'est très bien. Désolé. On aura son crâne. Moi je suis super content. Tu prends du plaisir? Ouais, c'est bien. Ça te plaît? Ouais. D'ailleurs Seb, Oui. est-ce que tu es déjà allé voir un psy? Non. Fais attention, parce que là, c'est là où tu... Ah. Mais t'es un peu anti, t'aimes pas trop? Non, je vais pas dire que je suis anti ou que je suis pour, ou que je suis contre, mais je suis pas sûr d'en avoir besoin, même si je suis certain d'en avoir besoin. Tu vois, je me convainc de pas en avoir besoin, en fait. Fabuleux ce que tu viens de dire. Oui, je sais. T'as des moutons? Bien sûr, j'ai des moutons. Tu les manges? Mais pas du tout. Mais t'es mal. En plus, je mange de la viande. J'ai jamais mangé de mouton, j'ai jamais aimé. T'as combien de moutons? On en a 11. Tu leur as donné des petits noms? Ouais. Ils ont tous des noms des prénoms d'artistes. Donc t'as Salvador, t'as Frida, t'as Niki pour Niki de Saint-Phal, il y a... Putain... T'as Pablo, il y a... Gustave pour Gustave, je sais... Klimt, certainement. Alors c'est ma femme et ma fille qui leur donnent les prénoms. Et t'as 11 moutons. Et des artistes. Bah, c'est beau, vous êtes tous des artistes dans la... Et tu leur donnes à manger à la main aussi, chacun? Bah, c'est moi qui lui ai donné le point, ouais. Bien sûr. Secoue bien. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de te voir t'éclater comme ça. Ça te donne des envies. Tu vas peut-être maintenant peindre avec tes moutons autour de toi. Non. Est-ce que Lily va être fière de son papa? Je sais pas. En tout cas, t'as pas hésité. C'est ça qui est... T'y es allé franco et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Tu sais que on croirait un artiste là. Hein. Ah ben là, ça y ressemble. Hein. J'adore. C'est juste parce que j'avais envie de le faire, tu vois. Attends, je me casse, je sais ce que tu as fait. Putain, le drap. C'est ce que je trouve ça cool de faire ça. En fait. Fais-toi plaisir. Et franchement, c'est pas mal. Je suis content. Bon, Seb, on arrive à la fin de l'émission. Ouais. Déjà, est-ce que tu as pris du plaisir? Ouais, c'est chouette, vraiment. Tu vois, je pensais pas faire ça. Je pensais pas que... Je sais pas, j'ai pas vu, Je suis tu assez vas content de ce m'expliquer. que j'ai fait. Putain, c'est canon. Eh ben, franchement, j'adore. Alors, les couleurs, explique-moi maintenant. Oh. Ouais, c'est des couleurs, c'est bleu, blanc, rouge. Hein. On a pas mal parlé de rugby. Ça a façonné qui je suis aussi, le rugby, l'équipe de France, représenter notre nation. Et je trouve qu'on n'est pas assez patriote, en fait, en France. Je trouve qu'on est plutôt... Alors, je ne vais pas rentrer dans des grands discours. Je trouve qu'on se divise beaucoup, en fait. Et on essaye de nous diviser souvent. Et je trouve que c'est assez con, quoi, parce que nous qui avons grandi dans une équipe avec plein de gens différents, des profils, des cultures, des machins et tout, quand tu vois ce que tu arrives à faire en mélangeant tout ça, et qu'on ne soit pas capable de faire à des niveaux supérieurs, ben, je trouve ça con. Voilà, donc du bleu, du blanc et du rouge, et puis un bazar, et puis un peu tout ce que j'aime. Et c'est quoi tout ce que t'aimes, justement? T'as collé, je t'ai vu coller beaucoup de Il choses. y a pas mal de bouffe, il y a un peu de rugby, il y a un chien, des animaux, de la nature, des arbres, un peu de bâtiments, de vieux bâtiments. Ça résume un peu ma vie de tous les jours. Alors, vous pouvez commenter, bien sûr, la toile de Sébastien, et je vous le rappelle, elle sera mise en vente lors d'une soirée caritative. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, à commenter, bien évidemment. Et puis, merci de nous suivre.